va démarrer avec l'Université de Bretagne Sud et Antoine Ledwigou sur, il vous dira ça mieux que moi, mais sur toutes les capacités et toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer sur des matériaux, et notamment la notion, je ne vais pas en dire beaucoup plus, et il n'y aura pas que ça dans le propos d'Antoine, la notion de 4D. Vous connaissez tous la 3D, et la 4D, ben, on va jouer un peu avec le temps. Et donc ça va être, vous allez voir, assez captivant et passionnant. Et puis juste après, on continuera avec Madame Aguirre, qui est là, merci d'être là, du laboratoire C2N. Et là, on sera dans d'autres applications tout aussi bluffantes, mais plus dans le domaine de la médecine. Et là, on parlera de microfluidique, de poumons artificiels, etc. Vous verrez à quel point aussi le vivant, on peut s'en inspirer pour faire de bien aux vivants, mais aussi pour faire du bien, évidemment, aux humains. Donc, je vais passer le relais... ah oui, pardon, j'avance là-dessus pour mettre la slide d'Antoine. Donc, je vais passer le relais dans un premier temps à Laura, qui va accueillir Antoine Ledwigou pour vous parler de ces matériaux et de ses travaux de recherche à l'Université de Bretagne Sud, qui est aussi un exposant, et c'est valable aussi pour le C2N. Donc Antoine Ledwigou, Anne-Marie Aguirre, c'est ça, du C2N, sont aussi exposants. Donc vous pourrez continuer les échanges avec eux. Merci beaucoup Laura, à plus tard. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir que voilà, il y a pas mal de gens qui arrivent, la salle se remplit petit à petit. Et donc ce matin, je suis ravie d'accueillir Antoine Ledwigou, si tu peux nous rejoindre. Antoine, tu es professeur à l'Université Bretagne Sud et à l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme, tout récemment promu à l'Institut universitaire de France cette année. Et tu es à la tête du Bionics Group. Et donc tu vas nous partager tes travaux de recherche sur des matériaux composites adaptatifs et bio-inspirés. Et tout ça dans une démarche particulièrement pluridisciplinaire qui combine à la fois la science des matériaux, l'éco-conception, la mécanique, le biomimétisme évidemment, la fabrication additive et des partenaires en biologie, en design. Donc voilà, on est sur une recherche académique particulièrement ouverte et connectée. Et voilà, je te laisse la parole pour nous partager tout ça. Merci. Merci bien pour l'introduction qui était parfaite. Merci pour le choix de la photo aussi, je me trouve magnifiquement joyeux. C'est comme ça. Bienvenue à tout le monde. Donc, je vais vous parler de la façon dont on a mis en place la démarche de biomimétisme pour imaginer des matériaux qui sont inclus dans un cycle de vie, vertueux, c'est-à-dire comment on va venir combiner du biomimétisme avec de l'éco-conception pour réduire les impacts sur l'environnement. Et ensuite, on va aussi évoquer des nouveaux outils qui peuvent nous permettre d'aller plus loin sur le volet multifonctionnel. Alors, je vais vous parler d'impression 4D. Alors, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous parler de shampoing avec de l'impression 5D, 6D, 7D, etc. Non, non, 4D. Ça a déjà une dizaine d'années et ça s'explique à peu près correctement. Bon, ça a été déjà dit, donc je vais passer rapidement. Le point de départ. Le point de départ de tout ça, pour savoir un petit peu finalement d'où ça nous est venu déjà la logique d'intégration du biomimétisme. J'ai fait ma thèse entre 2007 et 2010 entre Lorient et Brest, donc entre l'Université de Bretagne Sud et puis l'Ifremer à Brest, pour imaginer faire des coques de bateau à durée de vie contrôlée. Donc en intégrant des fibres végétales, des fibres de lin, d'accord. Petit rappel, en France, on est les premiers producteurs de lin au monde avec une compétence qui est démentielle. Donc l'idée, c'était de faire ça, de pouvoir faire des coques de bateau structurellement pertinentes, okay, et qui puissent, au bout d'un certain temps, se dégrader. Bon. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de problématiques scientifiques par rapport à ça. Et une des premières problématiques scientifiques, c'était la sensibilité à l'humidité de ces fibres. Et c'est là où c'est vraiment tout couillon, quoi. C'est-à-dire que ces fibres sont sensibles à l'humidité. Okay, suffit de dire ça, vous allez avoir des chercheurs qui vont vous dire « Mais alors attends, tu veux faire une coque de bateau avec ça, t'es complètement taré, en fait tu vas faire un aspirine, quoi. » Non, parce que les bateaux en bois, ça existe depuis un paquet d'années, et puis on peut laver une chemise en coton sans que ça parte en vrac. Donc il y a une méconnaissance déjà, d'un point de vue des collègues de la mécanique et des matériaux, de propriétés biologiques qui sont simples. Bon. Néanmoins, la sensibilité, telle que l'ingénieur le voit, ou le chercheur le voit, le chercheur matériau le voit, ben, ça peut engendrer en effet des problématiques si elle n'est pas maîtrisée, ou si ça ne rentre pas dans le cadre qu'on souhaite avoir. Et je mets ça parce que ça date
disons 2010 à peu près, hein, et c'est encore vrai. Hein. C'est-à-dire que la communauté scientifique, je vous ai mis là un exemple d'une revue qui aujourd'hui est citée 4500 fois et quelques, donc quand même une sacrée grosse visibilité quand même, qui cite 500 références et qui nous dit que le verrou majeur de l'utilisation des fibres végétales, quoi qu'il en soit, ce sont les propriétés hygroscopiques, c'est-à-dire que c'est sensible à l'eau. Donc, qu'est-ce que fait la communauté scientifique? Eh ben, on travaille pour pouvoir modifier chimiquement, thermiquement, physiquement les fibres pour les rendre inertes. C'est ça, hein. Et c'est encore ça. Hein. Alors, je rappelle quand même que l'idée d'intégrer des fibres végétales, c'est pour faire, entre guillemets, en tout cas, imaginer réduire les impacts sur l'environnement, hein, avec une validation par analyse de cycle de vie. Si on commence à traiter dans tous les sens, on peut se poser la question réellement de la pertinence. Bref, donc c'est complètement bloqué. Donc soit je suis chimiste et je vais dans cette voie-là, soit je vais ailleurs. Bon, bah, je suis allé ailleurs. Disons, alors le déclic, c'est pareil, c'est un peu pompeux, mais néanmoins, la réflexion qui a fait changer à peu près moi, ma façon de faire de la recherche, c'est en 2013. Je pense que vous connaissez peut-être cette plante-là, Mimosa pudica, la sensitive. Si vous ne la connaissez pas et si vous avez des enfants, allez dans une jardinerie, achetez ça, c'est top. C'est super sympa. Donc vous la touchez et puis elle va avoir des mécanismes de protection qui vont faire que les feuilles vont pouvoir se mouvoir. Incroyable. Donc une fois que j'ai vu ça, c'était en rando, donc je suis resté devant quand même pendant pas mal de temps. Et puis quand je suis revenu au labo, j'ai essayé de bouquiner un petit peu pour comprendre comment ça fonctionnait. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est super complexe. Il y a des pompes à protons là-dedans, enfin bref. Donc par contre, le seul truc que j'ai compris, c'est que l'eau avait une fonction. Voilà, ça par contre, ça j'avais à peu près capté. Donc à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu étoffé mes lectures en regardant de quelle manière on peut imaginer finalement des modèles biologiques dans lesquels l'eau a une fonction et permet de créer une singularité spécifique. Bon. Et puis là, on retrouve des choses qui sont assez connues, voire même très connues. Nos grands-parents utilisaient ça, hein, les pommes de pin, comme hygroscope. Ou hygromètre, pardon, autant pour moi. Hygromètre. Hygroscope, c'est autre chose. Donc la pomme de pin est capable de s'ouvrir, de se fermer pour disséminer ses graines. De manière complètement autonome. C'est juste un changement d'environnement et c'est juste une transition, ou en tout cas une relation avec l'architecture. Donc ici, l'eau est vue positivement, on a une relation avec le matériau et on crée une fonction originale, c'est-à-dire il n'y a pas de fil, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de petite centrale nucléaire, il n'y a pas de muscle, pourtant ça bouge. Cool. Donc à partir de ce moment-là, je suis revenu au laboratoire et puis j'ai structuré un peu plus la démarche. C'est pas simplement j'ai vu une plante, j'ai essayé vite fait. J'ai essayé de mettre ça d'un point de vue plus scientifique et ça c'était en 2013. C'est bio, c'était à peu près pareil. Donc on s'est rencontrés pile poil à ce moment-là en fait. Donc là, il y a pas mal de travaux antérieurs. Hein. Il y a quelques pontes sur le biomimétisme, je pense notamment Thomas Speck et autres, qui ont réussi à formaliser ça, utile pour nous en tout cas, les scientifiques des matériaux. Donc on définit le verrou, c'est-à-dire que c'est vraiment une vision, disons, de l'ingénieur. Je définis mon verrou. Bon, bah moi, mon verrou sur mes biocomposites, en tout cas, c'était l'humidité. Bon. J'identifie des modèles biologiques qui permettent finalement de lever ce verrou-là. Et c'est là où c'est top, parce que ça permet finalement d'identifier un frein et d'utiliser ce frein-là comme un vecteur de fonction nouvelle. Et c'est là où ça nous place, en tant que chercheurs, complètement en marge de la communauté scientifique. Et enfin, moi, je trouvais ça top. Donc ça permet d'être complètement tranquille dans son coin et de pousser sur des sujets qui sont assez rares. Donc voilà, quelques exemples. Hein. Je pense que ça, maintenant, ça se connaît de plus en plus. La pomme de pin, oui, moi, j'en ai torturé un paquet. Hein. Donc à l'aide de mes enfants, on en a choisi, sélectionné, prélevé, cassé. Pour pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionnait. Alors je ne suis pas le seul, il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus depuis un paquet d'années. Et dans la troisième étape, la logique, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors soit on a, disons, une curiosité et un minimum de background pour le capter. Alors j'avais bossé un peu sur les fibres végétales, donc j'avais 2-3 billes. Mais néanmoins, directement sur ce genre d'éléments-là, il faut être capable d'ouvrir la porte à d'autres communautés scientifiques. Donc là, aller voir des botanistes, aller voir des personnes dont c'est le métier, pour pouvoir avancer davantage sur la compréhension. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Et pareil, hein, enfin, moi je vous partage ce que j'ai vu, ce que je vis. Cette ouverture-là, à savoir sortir un peu du tube, alors moi c'était la méca et les matériaux, c'est pas si évident et c'est assez rare, c'est trop rare en fait. Et il y a un énorme potentiel à ça, certains l'ont compris. Donc pour comment ça fonctionne ce bazar-là, je vous incite, il y a plein de pommes de pin là derrière. Je les ai vues hier et tout, il y en a plein.
Donc, vous allez les récupérer, vous allez casser les écailles. Les écailles, vous allez le voir en fait, vous allez avoir deux tissus. Alors là, j'ai mis ça en bleu et en rouge. On va avoir un tissu qui va être capable de s'expanser fortement, d'accord? Donc ici, ça va être le rouge. Et on va avoir un autre tissu qui est finalement une expansion, une dilatation, si vous voulez, un gonflement, qui est plutôt faible. Et lorsqu'on colle les deux, et bien, quand on a une variation d'humidité, ça va générer une flexion. Alors l'analogie, elle est super simple, ça. Voilà, vous êtes parti depuis quelques jours de chez vous, vous allez revenir, elle a séché, et bien vous allez voir ce que ça va donner. On a une expansion différentielle entre les deux couches, vous allez avoir une courbure. Et si vous poussez le bouchon un peu plus loin, il y a même une double courbure, mais ça c'est encore autre chose. Donc à partir de ce moment-là, je me dis ok, très bien, sensibilité à l'humidité, une architecture sous forme de bilame, parce que c'est un bilame. Et ben moi je sais que mes fibres sont sensibles à l'humidité, elles sont anisotropes, c'est-à-dire elles ont des propriétés très particulières dans une seule direction. Et ben je vais faire un bilame. Et là coup de bol, parce que ça n'arrive pas tout le temps, ben, ça a marché du premier coup. Voilà. Donc on l'a mis dans l'eau et puis ça nous a permis de faire des choses qui sont capables de se reconfigurer, de changer de forme, soit on les met dans l'eau, soit lorsqu'elles subissent une variation d'humidité. Alors, disons, la petite vidéo que j'ai mise là, c'est un peu... Comment dire? Ça, on a mis quand même quasiment 10 ans pour arriver à ça. Parce que la première vidéo était moins belle et on faisait juste une petite lame qui se courbait. Enfin, bref. Vous pouvez venir le voir sur le site. Hein. Ce truc-là, voilà, là, on est déjà dans la 4D. Quoi qu'il en soit, ça nous a permis de proposer des nouvelles fonctions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces matériaux, normalement, les fibres végétales, les fibres de lin sont utilisées pour le textile. Bon, il y a eu 2-3 petites problématiques industrielles dans les années 2000-2010, beaucoup de choses sont parties à l'étranger. Donc l'industrie du lin s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de diversifier avec potentiellement un usage de composite pour l'automobile, etc. Très bien. Ici, on est capable finalement d'utiliser, par une meilleure compréhension des spécificités de la fibre, ben, on est capable de proposer une nouvelle fonction, c'est-à-dire que ce sont des fibres qui sont à la fois capteurs, elles sont capables de sentir leur environnement, et elles sont en même temps actionneurs, elles sont capables de générer des déplacements forts et des efforts. Hein, vous avez peut-être en tête l'idée des Égyptiens qui utilisaient les coins de bois pour fissurer les roches quand ils étaient hydratés. Et ben, c'est lié au fait que les cellules de bois sont capables de se dilater et capables de générer des efforts. Le lin, c'est pareil. Et donc ça, d'un point de vue smart matériaux, c'est quand même super intéressant. Et donc ça nous a amené à développer une nouvelle gamme. Alors quand je dis nouvelle gamme, ça fait un peu commercial, alors je ne travaille pas pour Leroy Merlin. Hein. Mais néanmoins, dans la partie des matériaux stimulables, des matériaux qui sont stimulables, qui sont capables d'être basés sur des ressources locales, il n'y en a pas beaucoup, carrément pas. Donc là, c'est local, c'est renouvelable, et c'est surtout, ce principe-là, il est valable partout. C'est-à-dire qu'évidemment, en France, on va travailler sur du lin, sur du chanvre, sur des orties. Monsieur Ortie, je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu hier. Donc on peut en faire avec aussi des orties. Mais si on va en Chine, ce sera avec du rami, on peut le faire avec du bois. Bref, c'est valable partout. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce sont donc, ce que je disais, des fonctions de capteur et d'actionneur, autonomes, tout est intégré dans le matériau. Je répète, pas de fil, pas de moteur. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir une chaîne d'acquisition avec des capteurs, des actionneurs, vous avez des composants électroniques, vous avez des fils, vous avez tout un ensemble qui est assez complexe, qui coûte cher, qui n'est pas recyclable, qui stratégiquement est fait à l'autre bout de la planète, etc. etc. Bon. Le point, moi, qui m'intéresse d'un point de vue mécanique, c'est que c'est compliant, c'est capable de générer des déplacements très forts, mais en même temps, c'est capable de conserver une rigidité ou une raideur. Et ça se voit sur certaines graines. Pareil, allez torturer une pomme de pin, vous allez voir. Vous allez voir, elle a bougé, elle a carrément bougé. Pourtant, quand vous allez l'appuyer dans tous les sens, vous allez voir, ça tient bien, quoi. La nature est capable de faire des choses qui sont paradoxales. Ben, nous, on a du mal, l'ingénieur a du mal. Vous faites un truc raide, vous faites un mât de bateau qui est raide, ben, il est fragile, il ne bougera pas. Donc là-dessus, il y a un vrai truc assez intéressant. C'est capable de mouvements programmés. Je vais en reparler, et c'est là où on va commencer à attaquer avec la 4D, en fait. On est capable d'anticiper le mouvement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, suivant l'architecture de la fibre, la stimulation, l'organisation de la matière, on va être capable de dire, OK, moi je veux avoir une flexion, une torsion, une composition, etc. etc. Et le côté sans fil ni moteur, pour des applications dans lesquelles on veut réduire les problématiques de maintenance ou des problématiques d'accessibilité, etc., ça peut être assez intéressant en contrôlant les fonctionnalités spécifiques des fibres végétales. Elles sont sensibles à l'humidité et elles sont potentiellement dégradables. C'est quand même pas mal dans certaines applications dans lesquelles on pourrait contrôler la dégradation. Alors, la bascule vers la 4D, elle est là. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'un simple bilame.
Et ben voilà une coupe au microscope électronique à balayage d'une écaille de pomme de pin. Donc à gauche, on le voit dans la section. Ouais, c'est pas tout à fait un bilame, quoi. C'est-à-dire, si on veut être un peu plus précis, c'est une distribution de bilame. On voit bien hein, les couches, donc la partie bleue au-dessus et la partie rouge, on voit bien que les épaisseurs ne sont pas égales suivant où on se situe. Donc ça veut dire qu'on va avoir au milieu peut-être une courbure particulière, sur les côtés une autre courbure, c'est plus compliqué que ça. Donc on voit bien qu'on a une relation avec la distribution de matière. À droite, eh ben, ce n'est pas dans le même plan, et on voit, c'est pareil, que les tissus ont une organisation spécifique. Donc la simplifier, c'est bien, c'est cool, mais d'un point de vue fonctionnalité, je vois bien que je vais te limiter à un moment ou à un autre. Donc j'ai une architecture qui est complexe, qui est liée donc à cette distribution de matière, et surtout c'est que j'ai une réponse qui n'est pas si simple que ça. C'est une réponse qui est, alors là on le voit assez rapidement dans la vidéo, je vais essayer de la remettre, on n'a pas une seule courbure. Hop, on va la voir, tac, on a deux courbures. Alors vous allez me dire, ok, on s'en fout, ouais, on s'en fout clairement peut-être. Mais néanmoins, derrière, le fait d'avoir un mouvement dans une direction, l'écaille est capable de faire deux mouvements chronologiquement distincts. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de centrale, etc. Simplement, dans l'organisation de la matière et des propriétés, on est capable de chronologiquement de dire, ok, il va y avoir une variation de courbure dans le sens transverse, d'accord, dans la largeur, suivi derrière d'un mouvement de courbure dans le sens longitudinal. Et c'est maîtrisé. Donc là, on va avoir affaire finalement à ce qui est associé à la bio, à une programmation. Alors le terme spatio-temporel, ça fait un peu science-fiction, oui, mais bon, quand on le décompose, espace et dans le temps, c'est ça. Par le fait qu'il y a une maîtrise de l'architecture et la distribution des propriétés. Voilà le bazar. Et ça, c'est la transition et c'est la définition de l'impression 4D. Donc je reviens un petit peu quand même sur la 3D. La 3D, tout le monde en a entendu parler. La 3D, c'est je viens architecturer pour pouvoir imaginer, optimiser des fonctions plutôt mécaniques. D'accord ? J'optimise mes quantités de matière pour avoir un maximum de compromis entre la rigidité et la ténacité. C'est ce qui est capable notamment d'être fait sur l'os de sèche. Je peux réduire des défauts ou les problématiques de concentration de contraintes. C'est ce qu'on a sur les nœuds au niveau du bois. Et c'est ce que l'ingénieur, ou en tout cas le chercheur en matériaux, commence à faire. À droite, c'est une photo qui a été prise à la JAXA, donc l'équivalent de la NASA au Japon, dans lequel ce sont des pièces qui sont faites, dans lesquelles les renforts sont drapés, sont posés autour du trou. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pièce en composite qui coûte ultra cher et on vient la percer. Ce qui est con parce qu'on fait les défauts. Donc là, il y a une vraie inspiration qui est assez sympa. Donc la 3D, on voit qu'il y a de plus en plus de travaux là-dessus. Et ça, c'est quand même, ça révolutionne le domaine des composites et de la méca. La 4D, il y a deux façons de le voir. Il y a un petit clin d'œil à mes collègues de l'ESPCI sur la morphogénèse. C'est-à-dire, morphogénèse, le terme, c'est bien pour le Scrabble. Concrètement, c'est création de la forme. La création de la forme, elle peut apparaître à différents moments, en fait. C'est pareil, allez vous balader, vous allez voir les feuilles, vous n'allez pas avoir une feuille qui est pareille. Donc la génération de la forme de la feuille est associée finalement à la distribution de croissance. D'accord ? On va avoir une croissance qui n'est pas la même dans le plan. Et de ce fait, on va avoir des formes qui vont être complètement différentes, qui vont amener de l'hélice, des formes de selles de cheval, etc. etc. Ça, c'est envisageable, c'est-à-dire ces contraintes résiduelles, d'accord, qui sont associées à la croissance, on peut le faire avec une imprimante. Ceux qui ont déjà fait de l'impression savent que des fois, le bazar, quand on vient réchauffer la pièce une fois qu'on l'a imprimée, elle se rétracte. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette capacité finalement de se rétracter ou de se dilater, c'est ça qu'on va utiliser. Ensuite, on a un autre volet de la morphogénèse qu'on va trouver dans la nature qui est associé à des mouvements qui sont réversibles. Donc la pomme de pin en fait partie. Et c'est les changements hydriques qui vont amener au potentiel de changement de forme. Donc là, sur le volet impression 4D, c'est-à-dire que je vais organiser ma matière, la distribuer, pour que je puisse avoir finalement un mouvement qui sera réversible suivant l'environnement que je vais avoir. Donc j'ai soit une partie qui est entre guillemets irréversible, comme la croissance d'une feuille, ça on est capable de le faire, soit quelque chose qui est réversible, comme ce qu'on peut avoir sur ces plantes-là, sur les écailles, etc., etc. Alors, on va aller un peu plus loin pour essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Comment je fais pour programmer, en fait, moi, le changement de forme. Donc, je repars sur mon écaille, je me dis très bien, la nature
ici, je vais avoir une distribution de matière qui va me permettre finalement d'assurer mon changement de forme. C'est ça ma programmation naturelle. Okay. Ensuite, je développe des outils. C'est-à-dire les outils clés en main que je peux acheter qui sont capables de fabriquer mes concepts de matériaux n'existent pas. Donc quand on parle de pluridisciplinarité, ouais, il faut avoir dans son portefeuille de collègues, il faut avoir des botanistes, des biologistes marins, ça dépend ce qu'on fait, etc., etc. Il faut avoir des technologues. Et ça, moi, franchement, je trouve que c'est ultra important. On est beaucoup trop élitiste. Alors, je me permets, je donne la leçon à personne, mais en tout cas, c'est un constat. On est beaucoup trop élitiste en France. Hein, côté mathématiques, la physique, etc., c'est super. Et la techno, on la met un peu de côté. Ben, pour avoir passé un an au Japon, ils ont compris que si on veut pouvoir mettre en avant et avancer, la techno est ultra importante. Et donc, il faut développer ses propres technos pour pouvoir être capable de mettre en application ce qu'on a dans la tête. Donc, on développe nos propres machines pour pouvoir imprimer à plat, en rotatif, et voilà. Et pourtant, je ne suis pas chercheur en machine, hein, donc, mais on en a besoin. Et derrière, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir simplifier en disant que mon écaille, je vais avoir ici, ce que je veux savoir, c'est que je me rends compte que sur cette écaille-là, on voit mes fibres qui vont avoir des distances entre elles qui vont évoluer. Okay. Donc ça, ce paramètre-là, je vais essayer de comprendre son influence. Donc sur mes matériaux, à droite, eh ben, je vais voir l'influence finalement d'un des paramètres qui va être de la distance entre les filaments. Après, ça va amener à des notions mécaniques, mais ça, on s'en fout. Mais en tout cas, ce paramètre-là, cette brique-là, je vais la tester. Et je me rends compte que suivant ce paramètre de distance-là, d'architecture, eh ben, je vais avoir potentiellement des courbures qui vont évoluer. C'est-à-dire que plus je vais avoir une distance qui va être importante, plus je vais avoir une courbure qui est super importante. Okay. Donc en gros, j'ai un potard, c'est-à-dire que j'ai une espèce de moyen de manipuler la réponse en disant, si je mets une distance qui est importante entre mes filaments, eh ben, j'aurai une super réponse, très forte, et plus je la mets courte, moins j'aurai une réponse importante. Ok, donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, je peux reconstruire. C'est-à-dire qu'avec la fabrication additive, je peux très bien dire, je vais faire des transitions dans mon matériau avec ces distances entre filaments. Donc voilà, tranquille, pour montrer des transitions de courbure, des transitions de mouvement. Donc en fait, je reconstruis quelque chose d'un petit peu plus complexe en utilisant les principes que j'ai récupérés dans le modèle biologique. Et puis après, on peut un peu plus s'énerver, avec notamment des éléments qu'on emprunte aux designers. Ça, on a dû apprendre ça et on n'est pas bon, clairement. Donc j'appelle les designers, aidez-nous. Pour pouvoir mieux contrôler, mieux générer des trajectoires. Là, on voit bien, hein, on n'est plus sur des trajectoires qui sont rectilignes. Ce que disons, l'ingénieur méca fait, on fait que du rectiligne, tout est équivalent. Là, on est sur des trajectoires curvilignes dans lesquelles on va avoir finalement des transitions de courbure localisées. Alors le terme, je suis désolé, mais c'est ça, et c'est ça qui se passe là en fait. Et donc à partir de ce moment-là, on est capable de générer des transitions d'orientation, des chronologies spécifiques, etc., etc. Donc voilà à peu près pour simplifier la donne. Derrière sur les applications, alors parce qu'on a sorti ça donc en 2013, donc on n'avait pas la cadence en 2013. Dès qu'on est arrivé, qu'on a présenté ça, on se dit c'est super, c'est quoi les applications, c'est quoi le modèle économique de votre start-up? Voilà. Donc on s'est creusé la tête pour les applications. Mais ça m'intéresse, hein, carrément, hein, vraiment. Mais c'était un peu tôt quand même. Un peu tôt. Néanmoins, l'intérêt, c'est de pouvoir combiner les spécificités de ces matériaux. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que c'est des matériaux qui sont sensibles à leur environnement. On peut faire ce qu'on veut, on peut s'arrêter, puis on peut essayer de les modifier dans tous les sens, c'est très bien. Ils sont sensibles à leur environnement. Utilisons ça. Donc on a proposé des concepts de récifs artificiels. Oh, il ne passe pas, c'est dommage. De récifs artificiels qui est capable d'avoir une durée de vie contrôlée, de par la biomasse qu'on utilise. Hein. Suivant qu'on utilise du lin ou du bambou, on ne va pas avoir les mêmes cinétiques de dégradation. Sur ces récifs-là, les produits de dégradation, c'est-à-dire les lixivias, les jus de dégradation, vont être capables finalement, potentiellement, de catalyser l'adhésion cellulaire pour pouvoir après arriver à du micro et du macro-fouling. En gros, des bestioles qui arrivent dessus. Et puis on est capable de faire des systèmes qui se déploient. Alors, vous m'excuserez, je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire, vous êtes sur le bateau, vous avez quelque chose qui est plan, vous le mettez dans l'eau, ça prend la forme d'un dôme. Et puis ça maximise la surface d'échange avec les bestioles. Bon, voilà, on a fait un travail de thèse là-dessus, ça avance. On a quelques relations avec des collègues qui sont ici, on voit pas mal de récifs artificiels en béton. Là, l'intérêt, c'est de donner peut-être une fonction supplémentaire à la matière, voire de les combiner.
On peut imaginer des collecteurs d'eau autonomes, hein, voilà, des drones reconfigurables, j'en dirai pas plus parce que là, l'application est peut-être un peu moins fun, des membranes multifonctionnelles, et puis 3 petits points. Et je fais un petit clin d'œil, puisqu'il y a une proposition d'application qui sera pitchée par un de mes collègues de l'équipe cet après-midi. Un autre point. Généralement, quand on part sur une méthode, on a besoin de la valider dans d'autres champs, pour savoir un peu si ce qu'on raconte est à peu près cohérent. Donc là, fibre végétale, application ressources locales, d'accord, terrestres, pour des applications terrestres. Bon. Très tôt, à peu près vers 2018-2019, j'ai rencontré des collègues de l'agence spatiale qui m'ont dit bah, « c'est super, tes trucs de pommes de pin, c'est génial. Par contre, pour nous, on s'en fout parce qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. » Ah, j'ai dit « oui, pas faux. » Et donc ils m'ont dit bah, « si tu es capable de nous proposer quelque chose qui fonctionne de la même manière, c'est-à-dire sans fil ni moteur, qui soit capable d'être capteur, capable d'être actionneur, compliant, RAID, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui est capable de fonctionner dans le domaine spatial, on prend. » Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, ce que j'évoquais, sensibilité à l'humidité, c'est-à-dire l'environnement, bah, finalement, j'en tire bénéfice, je le transforme en énergie, c'est un peu ça, hein, je le transforme en mouvement. Et ben, on va faire pareil avec le spatial. Le spatial, l'environnement spatial, variation de température de 400 degrés entre la nuit et la journée lunaire, et je ne parle pas des radiations, je ne parle pas du reste, donc c'est assez costaud. Et donc, on a commencé à travailler ensemble là-dessus, et puis il m'a dit, bah, c'est super, par contre, il va falloir que tu prennes une autre contrainte, que tu travailles avec des matériaux locaux. Waouh, ok, super. Donc les matériaux locaux, bah, sur la Lune, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a ce que vous avez sous les pieds, ça s'appelle la régolithe. Donc la régolithe, aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui sont faits pour extraire l'oxygène, ça marche. Et puis bah, après, on a une espèce de tas de cailloux. Et il s'avère que la composition de la régolithe, c'est très proche en fait du basalte. Et il s'avère que des fibres de basalte, ça existe. Et donc du coup, on peut imaginer travailler sur Terre sans avoir de régolithe lunaire, mais avec des simulants assez facilement. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a remis en place la démarche de biomimétisme, zoup. Le verrou, alors un des verrous, alors j'ai pris celui-là parce que on s'est mis d'accord avec le collègue de l'ESA, hein, la température, la variation de température. Et là, il y a plein d'exemples. Vous tapez température, variation, damage, NASA sur Google, vous allez avoir un paquet de trucs depuis les années 70 et vous allez voir, si vous faites un peu d'histoire là-dessus, une chronologie avec des trucs qui n'ont pas dû bien se passer dans l'espace. C'est à peu près ça. Pour Hubble, il a été envoyé dans l'espace, au-delà du fait qu'il était myope, ça c'est autre chose. Les voiles solaires se sont déployées, donc les voiles solaires se déploient ici, on les voit là et là, sur des tubes composites. Donc super. Sauf qu'il y avait une partie des tubes qui était au soleil et une autre partie des tubes qui était à l'ombre. Donc il y avait 400 degrés de différence entre les tubes. Donc la voile, elle a sauté un peu dans tous les sens. Donc ça, c'était un premier truc. Le deuxième truc, c'est que ce sont des tubes creux. Et il n'y a pas de convection dans l'espace. Donc ça veut dire que le tube, la partie qui est illuminée est à 200 et quelques degrés, la partie qui est à l'ombre est à moins 200. Donc le tube, il tourne dans tous les sens. Donc si on a une logique de ne pas vouloir de mouvement, d'avoir un système qui est inerte en fonction de l'environnement, c'est un peu pénible. Et ça, bon, bah voilà, les ingénieurs le savent très très bien comment il faut faire pour essayer de ne pas être trop embêté, même si c'est compliqué. Bon, bah c'est cool, pour nous en tout cas. Ça veut dire que derrière, bah, on va mettre en place la même logique. La température est un verrou. De quelle manière la température peut être un levier? Alors, je vous ai montré tout à l'heure ça fonctionne avec l'humidité. En fait, ça fonctionne avec la température et l'humidité. Une combinaison des deux. C'est de la dilatation. Bon, ben voilà, on part sur des logiques équivalentes. Donc ça, c'est un peu plus récent, parce qu'on a poussé la logique de bioinspiration un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut le faire d'une manière assez simple, en disant bah, c'est un bilame, c'est simple. Là, on est descendu à une échelle plus fine, et une échelle de la fibre. D'accord? La fibre unitaire, une fibre unitaire de lin, de bois, de tout ce que vous voulez, c'est 20 microns. C'est un cheveu qui est coupé en 4. Quand vous hydratez ces fibres-là, il y a un truc qui se passe. Hop, s'il veut bien arriver, lui. Tac. C'est ce qui se passe quand vous mettez un sachet de thé. Enfin, quand un sachet de thé dans le thé, vous le sortez. Vous avez déjà vu ce qui se passe ou quoi? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Bah, tout le monde s'en fout. Ça tourne. Ça tourne. Et c'est vrai, ça tourne. Et en fait, c'est lié au fait que eh ben, dans la fibre, il y a des parties qui gonflent et des parties qui ne gonflent pas. Et suivant les parties qui ne gonflent pas, comment elles sont orientées, bah, elles vont générer une rotation. Et du couple, en plus. Super. Donc là, inspiration, on est parti là-dessus. Donc là, on a fait une inspiration à plusieurs échelles. On a créé des machines spécifiques qui n'existent toujours pas sur le marché. Donc on les a.
Et puis, on a proposé finalement soit des possibilités de créer des systèmes autonomes pour générer du mouvement qui partent sur des géométries planes, d'accord, soit sur des géométries tubulaires, tout en sachant que le tube, mécaniquement, propose davantage de couple et d'effort. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis derrière, voilà, donc là, à quoi ressemble la machine. Donc on vient déposer le renfort que l'on souhaite. Alors là, l'image est faite avec des fibres de carbone. Alors, ce n'est pas de la régolite, mais on les a sur le stand, si vous voulez, avec des cimions de régolite. Ça fonctionne. Après, si on le fait avec des fibres végétales, ça marche très bien sur la terre aussi. C'est aussi ce qu'on a fait. Bref, voilà. Et puis, ça nous amène à des applications, et notamment, c'est ce qu'on a proposé, un système de tracker solaire qu'on voit ici. Alors, le petit truc en aluminium, c'est le manque de créativité qu'on a en tant que mécanicien, c'est-à-dire que c'est censé représenter un panneau solaire. Et on est venu activer en température, et là, il tourne. Pareil, venez au stand, ça marche, on a le petit truc qui est, vous pouvez le voir devant vos yeux, c'est pas mal. Et quand on l'éteint, il revient. C'est capable de supporter une charge, d'accord, le poids du panneau solaire, même si la gravité sur la Lune sera moindre, mais c'est capable de supporter une charge et c'est capable de tourner. Donc là, derrière, on est au 3e brevet avec l'ESA là-dessus. Il y a plein de contraintes, hein. Il y en aura plein. C'est pas, le matériau employé, il n'est pas pour l'instant spatial. Bon, on est en train de prier pour qu'il soit envoyé sur un rover, pour qu'il soit testé quand même sur la Lune. Et puis on va arriver gentiment à la fin, s'il veut bien. Il veut bien ou pas? Voilà. Donc la suite, c'est quoi? La suite, ça va être de rester sur cette logique finalement, d'identifier les verrous, d'accord, d'identifier les verrous de l'ingénieur, et ensuite de travailler en lien avec un paquet de collègues de différentes disciplines, s'auto-former également, pour pouvoir avancer sur des ruptures techno, parce que là, finalement, dès lors qu'on s'attaque directement à un verrou, l'idée, c'est de le lever, quoi. Donc, avec 2 mots-clés, biomimétisme et impression 4D. Il faut savoir que sur ces sujets-là, en France, on est vraiment bien placé à l'échelle mondiale. Donc, il faut être capable d'avancer là-dessus, et il y a des applications. Deuxième étape, c'est la création, finalement, aussi d'un hub sur le biomimétisme marin, sur l'Orient, d'accord, en Bretagne, parce qu'il y a tout un paquet de partenaires capables de se mettre autour de la table avec une volonté académique, mais pas que. Une volonté aussi de retombées industrielles dans laquelle on puisse héberger des entreprises pour pouvoir avancer. Donc on est en train de faire ça. Et puis la suite, c'est ces 4 images. Voilà sur quoi je vais bosser d'ici 6 mois jusqu'à 2 ans. Donc je vous laisse voir, les 2 premiers sont assez simples. Les 2 autres, s'il y en a un qui me sort ça, il y a peut-être des biologistes quand même. L'avant-dernier, c'est mon fiston qui l'a trouvé, on a posé 2-3 soucis au muséum quand même. Et le dernier, c'est un cadeau pour une collègue de Concarneau. Voilà, merci. Merci beaucoup Antoine, t'es pile, ça va. C'est parfait, merci beaucoup, c'était passionnant. On s'autorise une question. Si vous voulez, il y a une question pour Antoine dans la salle? Une remarque? Déjà bravo, je rappelle qu'il a un stand avec plein de protos et qu'il faut passer le voir directement sur le stand si vous voulez vraiment pouvoir toucher ces objets, les voir en marche. Qu'il y a le Biomime Challenge aussi, effectivement, où il y a un des projets qui sera pitché par un des membres de l'équipe d'Antoine. Bon, si moi je t'en donne une, parce que du coup, voilà, tu nous as emmenés sur la ligne, sur des applications spatiales. Là, tu nous remets les pieds sur Terre ou plus concrètement les pieds dans l'eau. Est-ce que quel est ce lien pour toi entre je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, ton laboratoire est à Lorient, il y a un ancrage avec le milieu marin, et donc comment est-ce que tu fais cohabiter ces 2 espaces? Ah oui, pardon. Alors l'idée derrière tout ça, évidemment, c'est de pouvoir être en lien avec son propre écosystème sur l'Orient, pour ceux qui connaissent l'Orient, en tout cas la Bretagne. Donc on a la mer à côté de nous, on a la Sailing Valley aussi, c'est-à-dire c'est une concentration d'entreprises qui est assez unique au monde dans le domaine de la décarbonation du transport maritime. Donc on a tout ça autour de nous, de l'industrie, de l'académique, on va avoir des biologistes marins, et puis la logique avec le côté spatial, c'est que pour ceux qui sont un peu curieux, quand vous allez à la plage, notamment sur la zone atlantique et sur la Manche, vous avez une marée, un phénomène de marée, et puis vous avez la laisse de mer et vous avez l'estran. L'estran, vous avez pas mal de choses qui sont dessus en fait. Vous avez les bestioles, vous avez
des plantes, des algues et puis des animaux. Ces éléments-là vont subir des variations de température, des variations de rayonnement, des variations de salinité qui sont assez démentielles en fait. Et la question, c'est de savoir comment ils arrivent à survivre. Donc, comment ils arrivent à survivre en environnement extrême. Donc, ça va nous aider à développer aussi, nous, des stratégies ou comprendre comment les stratégies ont été mises en place pour peut-être aussi imaginer des solutions pour nous, sur Terre, par rapport à ce qui est en train d'arriver, par rapport au changement climatique aussi. Mais potentiellement, ça peut être utilisé aussi pour le spatial par rapport comment dire, à l'environnement qui est aussi extrême. Voilà. Merci Antoine.